Pierre. Bonsoir. Plutôt bonjour. Oui, je vais faire une petite présentation et ensuite je vous donne la parole. Let me introduce him very briefly as perhaps the major world figure in sociology. He's a graduate of the École Normale and holds today the chair in sociology at the Collège de France. He's the author of at least 29 books and dozens of articles and monographs. So, without further ado, Professor Pierre Bourdieu. Bon, Pierre, vous voulez commencer alors. I would like first to thank Edward Said for his invitation to participate in this debate and for his kind words of introduction. I regret that I could not be with you in Chicago on this day due to ill health. Oh là là, c'est terrible d'avoir le trac comme ça. J'ai la bouche complètement sèche, c'est affreux. Heureusement que j'avais un peu à boire, mais c'est incroyable. Oh. Le plaisir est passé. Ouais, c'est dur là. Mais c'est affreux d'avoir un trac comme ça. Mais ça, c'est l'insécurité linguistique, ça redouble. En français, ça aurait pas été pas pareil. Enfin, c'est la vie. Nous refusons aujourd'hui cette logique insupportable, cette logique de l'argent qui est en train de tout broyer, cette logique de l'argent qui est en train de faire de chaque citoyen un exclu en puissance. Aujourd'hui, nous sommes là pour refuser le diktat de l'argent, pour dire que les citoyens doivent reprendre le pouvoir. Et ici, devant vous, avant de rentrer dans le tribunal, l'ensemble des inculpés font le serment que si la justice française ne permet pas au débat d'avoir lieu, si ça veut dire que si on empêche les témoins de parler, si on empêche les paysans d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Asie ou des États-Unis de s'exprimer, eh bien nous quitterons la salle, nous n'avons rien à faire dans cette justice. Tout un questionnement autour de ça, comment, moi j'ai fait des études de sociologie, j'ai toujours fonctionné par passion jusqu'à maintenant, j'arrive à 32 ans, comment vivre, c'est passionnant, mais bon, c'est à vous que je dois cette situation finalement, souvent je me dis, vous avez été le détonateur, et puis surtout le révélateur de tout ce, moi ce qui m'a plus marqué en vous, je comprends maintenant pourquoi j'ai tant aimé dès le début vos écrits, à quel point j'avais plein de choses que je me croyais libre et je ne l'étais pas du tout, de toute la violence symbolique, tout ça. Moi je vis exactement ce que vous écrivez et puis j'en finis pas depuis 15 ans. Alors des moments j'adore, je vous dois de grand merci, des moments je suis énervée contre vous. J'ai une grosse passion et puis tout ce qui se dit maintenant que vous êtes tellement médiatisé, ça m'énerve, tout ce qui se dit autour de vous, tellement maintenant. Avant, il y a 15 ans, je me rappelle quand je disais Bourdieu, personne ne connaissait. Et maintenant c'est d'un ridicule de dire Bourdieu, c'est drôlement intéressant pour vous d'analyser ça sûrement aussi. En tout cas, vous faites un travail subversif parce que vous faites des gens qui sont ici d'ailleurs. Il va se passer des choses, vous allez voir. Je vous ai écouté, puisque vous disiez sur la culture, il y en a eu une petite réunion. D'ailleurs, je vous laisse, excusez-moi, mais il y a 3 ans, j'avais été à un truc qui m'a vraiment marqué, vous y étiez, c'est pas de ma faute, à Grenoble, c'était ce qu'il y avait eu les rencontres, et ça a été aussi un grand moment, mais vraiment vous représentez, il y a 2-3 personnes vraiment
En fait, j'ai deux mythes vivants, c'est Cavana et bon. Ah, Chacun dans leur. Oh, un bisou. salut. Je veux la caméra. Non, mais merde. Adieu. Bonjour Dominique, ça va? Ça va bien? Ça va? Merci. Je tâche les voix, c'est ça? C'est le jingle. Sociologie, études scientifiques des phénomènes sociaux chez les humains. Attention. Mercredi 1er décembre, 18h-19h sur RDC 95.5 FM, spécial Pierre Bourdieu. Alors Pierre Bourdieu, pour moi d'abord, il y a une urgence, une nécessité. Ne pas se laisser impressionner par les mots. Être nature. Dites-moi tout de suite ce que c'est qu'être sociologue. Vous faites quoi Pierre Bourdieu? Et si j'osais, vous savez à quoi? Oui, j'ai entendu là une définition qui a été donnée un peu ironiquement. Je l'ai noté, sociologie, études scientifiques des phénomènes sociaux chez les humains. Exact. Bon, alors je pense que ceux qui ont entendu la définition n'ont rien compris, moi non plus. C'est une définition, comme la plupart des définitions de dictionnaire, qui est complètement tautologique, qui dit deux fois la même chose. Alors je vais essayer de dire un petit peu mieux, que ce ne soit pas très facile. Bon, le sociologue, enfin tous les scientifiques, essaient d'établir des lois, c'est-à-dire des régularités, des manières d'être régulières, et d'en définir les principes. Pourquoi les gens ne font pas n'importe quoi? Pourquoi ils font ce qu'ils font? Pourquoi, par exemple, les fils de professeurs réussissent mieux à l'école que les fils d'ouvriers? Alors, pourquoi, ça veut dire essentiellement comment ça se fait que, voilà. Comment ça se fait que ça se passe comme ça, voilà. Comment ça se fait que ça se passe comme ça dans le monde social, et pas autrement. 18h24 sur RDC 95.5 FM, bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, spécial Pierre Bourdieu aujourd'hui, donc qui est avec nous en direct. Pierre Bourdieu, votre œuvre considérable repose sur une idée forte, la reproduction sociale, tandis que vous avez mis au point des outils d'interprétation incontestables, efficaces. Bref, expliquez-nous tout, à nous qui ne sommes pas forcément pas des familiers de vos œuvres, de votre œuvre. Qu'est-ce que l'inégalité sociale et pourquoi existe-t-elle? Et d'une certaine manière, à quoi sert-elle et comment finit-elle donc par se légitimer? Vaste problème, Oui. mais c'est légitime. Hein. Alors, L'inégalité, ça sert à quelque chose? alors ça, c'est un très gros problème. C'est très oui. discuté, très difficile. Alors je commence par ce que vous avez dit, la reproduction sociale. La reproduction sociale. En fait, une chose, me semble-t-il, importante que j'ai essayé de montrer, c'est que le monde social n'est pas une espèce de mouvement perpétuel, de changement permanent. Au temps où j'ai commencé à m'occuper de sociologie, un des mots que les sociologues, entre guillemets, avaient le plus souvent à la bouche, c'est le mot de mutation. Tout est en mutation, ça change, ça change. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on dit les femmes changent, les hommes changent, les femmes changent parce que les hommes changent, etc. Tout change, tout change, tout change. Et alors, moi, j'ai eu très vite l'impression que il y a des stabilités, de l'inertie. Alors j'ai essayé par des techniques statistiques, enfin d'une part d'établir ces inerties, ces constantes, qui d'ailleurs rendent la science possible. C'est parce qu'il y a des constantes qu'on peut comprendre. Bon. Et aussi de les expliquer, c'est-à-dire de comprendre pourquoi c'est comme ça. Alors, on arrive à l'inégalité. Bon, alors, parmi les facteurs de stabilité, de permanence, il y a évidemment la transmission du capital. Bon, le papa riche, on peut donner de l'argent à son fils pour qu'il crée une entreprise. Bon, par exemple, si il fait des études pas terribles, il a tout raté, même une petite école commerciale, comme font les fils à papa aujourd'hui, le papa peut lui donner un pécule et puis il démarre. Bon, alors celui qui n'a pas, et du coup, il va se reproduire, il tombera pas, il ne deviendra pas ouvrier, etc. Bon, voilà. Alors,
Mais aujourd'hui, de plus en plus, il y a une autre forme de capital. Laquelle qui est ce que j'appelle le capital culturel, c'est-à-dire alors c'est quoi le capital? C'est plus difficile à définir. Bon, c'est d'abord la langue, c'est une certaine maîtrise de la langue. Bon, la langue française, mais la bonne langue française. Bien sûr, tout le monde parle la langue française en France. Même les immigrés qui sont là depuis un an, ils parlent la langue française. Mais c'est une langue française qui n'a pas de valeur sur le marché scolaire. Bon, si vous parlez cette langue-là, vous aurez 0. Bon. Alors, c'est la langue, c'est bon, tout ce qui va avec. C'est ce qui s'acquiert bon, dans les familles cultivées. C'est ce qui s'acquiert en écoutant papa raconter des histoires, en lisant les livres, en allant, je sais pas, même les livres d'enfants, etc. Bon, alors ça, c'est un capital, c'est-à-dire ce sont des ressources rares, inégalement distribuées, il y en a qui en ont plus que d'autres, et qui, du fait de cette inégalité de distribution, donnent des profits. Bon, c'est des profits de rareté. Si tout le monde avait la même quantité, si tout le monde parlait parfaitement le français, sans accent, il n'y aurait aucun mérite à parler français, donc ça n'aurait pas d'effet. Bon. C'est parce qu'il y a des différences que ça paye de bien parler le français. Bon, par exemple, un très beau travail qui a été fait par une sociologue américaine qui a montré que les enfants de classe moyenne, comme disent les Américains, ça veut dire bourgeoisie, les enfants de la bourgeoisie, savent bien donner à la maîtresse ce qu'elle veut. Bon, ils savent, bon, parce qu'ils sont du même milieu, leur maman fait pareil, etc. Alors la maîtresse leur dit mon chéri, mon mignon, mon poussin, etc. Alors ils sont contents, ils savent, voilà, bon, et du coup, ils sont bien vus, hein, comme on dit, et bon, ils ont de bonnes notes, et donc ils sont contents, donc ça, voilà. Donc il y a ça, il y a les facteurs qui tiennent au fait qu'il y a des pré-savoirs qui ne sont pas nécessairement scolaires, qui sont aussi importants. C'est comment se tenir, comment arriver, ne pas jeter le cartable par terre, etc. Tenir son cahier propre, des tas de trucs. Bon, voilà, il y a ça. Et alors l'autre chose aussi, c'est assez lié à ça, c'est notre facteur, c'est à capital culturel égal. Il y a un autre facteur d'inégalité, c'est la bonne volonté à l'égard du système scolaire. Bon, ce que on appelle la docilité. Docilité, c'est le mot qui vient du latin. Docilis, ça veut dire qui se laisse instruire. Bon, alors, par exemple, la différence de réussite entre les filles et les garçons au niveau élémentaire, me semble-t-il. Les filles réussissent mieux que les garçons. Voilà, les filles réussissent mieux que les garçons. Moi, jusqu'à un niveau assez élevé de l'enseignement secondaire, en grande part, à toutes choses égales d'ailleurs, parce qu'elles ont plus de docilité. Alors ça peut dire que c'est dans la nature des filles, c'est parce qu'elles sont dressées de manière à être dociles, et elles sont plus préparées à donner au système scolaire ce qu'il demande, c'est-à-dire de la bonne volonté, elle regarde la maîtresse comme il faut, ou le maître, et ça paye, c'est récompensé. Étant récompensé, ça renforce l'incitation, etc. Voilà. Donc on a une. Alors bon, j'ai donné quelques facteurs, mais c'est beaucoup plus compliqué pour. Et les hommes, par contre, eux, ils sont plus rétifs. Ils ont du point d'honneur. Enfin, en ce sens, c'est plus dur pour eux. Bon, enfin, bref, ça serait long. Hein. Là, je vais dire des choses trop simples et qui risquent de paraître fausses. Hein. Mais voilà. Alors, le capital culturel est un élément très, très important. Et je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, dans les sociétés contemporaines, développées, mais même les autres, la reproduction des inégalités se fait de plus en plus à travers la transmission du capital culturel. Et alors ça, ce sont des choses qui, par exemple, encore une fois, quand j'ai commencé à travailler, on disait la mobilité sociale, les États-Unis sont le pays de la mobilité, une génération, self-made men, etc., etc. Bon, c'est du bidon, c'est du pipeau. Il y a eu des travaux en partie inspirés par ce que j'ai fait ici en France, qui ont montré qu'aux États-Unis, les inégalités liées au capital culturel sont encore plus grandes qu'en France, dans la mesure où l'accès aux grandes universités est doublement contrôlé par le capital, d'une part par le capital économique, parce que les études valent très cher, et d'autre part par le capital culturel, parce que comme ici, ça se transmet à travers les familles. Bon, c'est pareil au Japon, une étude a été faite par un de mes élèves à l'université de Todai, où on trouve des fils de samouraïs. Enfin, voilà. Bon, je reviens à la question que vous avez posée tout à l'heure. Il y a des inégalités. Bon, ces inégalités, elles tendent à se perpétuer. Je ne dis pas qu'elles se perpétuent automatiquement. Mais vous n'avez pas répondu à ma question tout à l'heure. L'inégalité, ça sert à quelque chose? Au fond, c'est un problème, j'allais dire métaphysique. C'est un problème sur lequel un sociologue n'a pas tellement à prendre position. On connaît les sociétés,
il y en a au moins une qui a été étudiée par une ethnologue de mes amis, Marie Douglas. C'est une petite société où il y a pratiquement pas de différence. Bon, pratiquement, c'est une société archaïque. Bon, il n'y a pratiquement pas de différence et ça marche très bien. Bon, ça marche très bien. Bon, alors, c'est une réponse de fait, mais bon, j'écarte cette question. C'est un objet de discussion, mais je pense qu'on ne peut pas y répondre. On l'écarte parce que c'est compliqué. Voilà, on l'écarte, c'est compliqué. Pas parce que vous voulez pas répondre à la question. Non, on l'écarte parce que c'est compliqué, parce que je ne peux pas y répondre. Je peux pas y pourquoi répondre. si c'est compliqué, Pierre Bourdieu? Vous pouvez nous expliquer tout simplement, nous C'est un enjeu éclaircir. politique très important. Voilà, c'est un enjeu politique et c'est pas nécessairement un enjeu scientifique. Parce que très souvent, pour poser les bonnes questions scientifiques, il faut écarter les questions politiques. Il y a derrière ces questions des enjeux politiques et en particulier des enjeux de légitimation. Vous avez prononcé ce mot. Il y a des gens qui voudraient légitimer, c'est-à-dire rendre juste. Oui, comment finit-elle par se légitimer, tout ça. Voilà. Pardon? Non, je disais, c'était la question que je vous posais. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et ils veulent, au fond, ce sont des gens qui disent, en gros, c'est les dominants qui disent que les inégalités, c'est les dominants, ceux qui ont intérêt à dire que c'est bien que ce soit inégal. Bon. Voilà. Alors ça, c'est un des grands principes empiriquement validés. Enfin, les gens ont tendance à dire que les choses sont bien quand elles vont bien pour eux. Voilà, ça, c'est une loi sociale pas très compliquée, mais qui est vraie. Alors qui est importante pour se défendre. Quand quelqu'un vous dit dans un débat comme ça, oh là 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 là, dites-vous, ah, il me dit ça, quels déterminants sociaux, quelle raison sociale il a de me dire ça? Si c'est un curé qui me dit sans la religion il n'y a pas de salut, bah oui, on va bien, c'est son job qui en dépend. Bon. Si c'est, enfin je simplifie, je caricature un peu, mais il y a souvent de ça voilà. C'est une loi simple mais très utile comme instrument de self-défense. Et je dis souvent la sociologie est un sport de combat. C'est un sport de combat, ça sert surtout... La sociologie, c'est un sport de combat. Oui, c'est un sport de combat qui, comme les sports de combat, on s'en sert pour se défendre, essentiellement, et on n'a pas le droit de s'en servir pour faire des mauvais coups. C'est que... Merci Pierre Bourdieu. Non, mais moi, j'oublie pas. Ça y est, j'ai fait une photocopie. Vous me direz pour Leroux et Rouennais. Ah oui, d'accord. Marie-Christine a dit que vous étiez libre tous les jours, sauf lundi. Lundi matin, vous avez séminaire. En début d'après-midi, moi, ça m'arrange bien. N'importe quel jour en début d'après-midi. Oui, oui. D'accord. D'accord. Oui, non, laissez. Comme ça, je vous vois. Bon, ça y est, Marie-Christine. Une adresse. On fait juste le début pour voir si ça vaut la peine. Je m'assieds à côté de vous, Marie-Christine? Oui. D'accord. Ah, c'est pour le... C'est pour le Sayad? Oui. Mais vous en avez pas. Non, je veux juste voir ce que c'est. C'est pas terrible, mais... Quelle heure il est? Parce que je ne veux pas la foutre. 5 heures. Vous êtes Martinet là aussi, dans vos archives. Vous êtes favorable à la grève des cheminots, je crois. Oui. Je vous maudis en ce moment. Non, je vous plains beaucoup, mais moi j'ai été victime. J'étais à Versailles, et puis on m'a dit il n'y a plus de train. J'ai très bien pris, sans raison. C'était une fois peut-être. C'était le tout début. C'est vrai que si ça me faisait ça tous les matins... Voilà, on se fatigue un peu. Ouais, je m'énerverais peut-être. Ça dépend si c'est pour travailler ou pour du loisir. Si c'est pour visiter le château de Versailles ou si c'est pour... C'est pas... Moi, je ne veux pas être méchant. Allez faire un tour. Votre journée de travail est finie, Madame Christin. Merci. Hein? Vous pouvez rentrer chez vous. D'accord? Au revoir. Bon, on commence par le chapitre 1. Qu'est-ce qu'elle me fait voir? Vous trouvez pas que... Oui, alors, qu'est-ce que je dois voir, moi? Quelle chiépite, quand même. Cabotine. Oui, elle cabotine, non, elle en joue, quoi.
Mais c'est foutu de ma gueule. Mais on a des rapports comme ça, il faut dire. Hein. C'est pas. On est toujours en train de s'insulter. C'est vrai que, je sais pas comment dire, on a beaucoup d'occasions de se disputer, quoi. Pas gravement, mais on est tout le temps en train. Alors c'est bien parce que comme ça, il n'y a pas de, je sais pas comment dire, c'est jamais violent, mais c'est pas non plus de la politesse à la con, quoi. On s'envoie les trucs. Moi j'aime bien ça. Et elle, je crois pas qu'elle en souffre beaucoup. Voilà. Vous avez un nom français, vous êtes, oui, ma famille. Ah, votre famille. Mon arrière-arrière-grand-père, Ma collaboratrice s'appelle Rivière. Aussi? Oui. Con mucho afecto para un gran maestro. Oh, it's too much. Ah, non, pas du tout. Écoutez, pour les gens, j'ai décidé de... Merci. J'ai décidé d'écrire aussi parce que ça encourage les gens. Merci. Pourquoi on dit que vous êtes dans les Pays Basques français, mais je ne le Non, connais c'est pas. Béarn. B-E-A-R-N. C'est une petite province, tout près des Pyrénées. Et voilà. C'est tout près du Pays Basque. On confond souvent, mais c'est très différent. Et en Béarn, on parle le gascon, qui est très proche du catalan. Voilà. Et alors, voilà. Vous étiez né dans quelle sorte de famille? Mon père était... il était d'abord paysan, et après il était facteur, enfin tout petit fonctionnaire. Et vous avez étudié la sociologie, pourquoi? Comme ça, je ne sais pas, peu à peu. Et alors, dans les livres de la domination masculine, on pourrait penser que aussi les hommes, ce sont des victimes de cette domination. Oui. Alors, c'est inexplicable pourquoi il ne change pas. Il ne peut pas. Oui, alors il ne faut pas exagérer, ils sont victimes relatives, enfin, ils sont, enfin, comme je dis, je sais plus, c'est une phrase, je ne sais pas si c'est Virginia Woolf, je crois que c'est elle qui dit ça. Ils ont le beau rôle. Comme on dit en français, on dit ah oui, il a le beau rôle. Ça veut dire qu'il est visible. Enfin oui, comme une pièce de théâtre, quoi. Ils ont le rôle principal. Alors ça a beaucoup d'avantages. Ils sont visibles, les femmes sont invisibles, ils parlent, les femmes se taisent, bref, ils ont tout ça, mais en même temps, le beau rôle est très coûteux. Alors en même temps, pourquoi ça ne change pas? Enfin, pourquoi ça ne change pas? C'est bien sûr que ça change, mais beaucoup moins qu'on ne pourrait croire. C'est que c'est très profondément inconscient. En français, on dit toujours c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. On dit, oui. Voilà, c'est la fatalité. Oui, c'est plus fort que moi, ça veut dire ça. Je ne peux pas m'empêcher. C'est plus fort que moi quand dire oui. Je sais, ma mère, quand elle vieille, quand je l'ai engueulée, elle me dit à mon âge, tu ne me changeras pas. C'est plus fort que moi. Comment vivez-vous tout ça? Moi? Parce que vous croyez que vous êtes machiste? Non. Bon, un peu, forcément. Forcément, il en reste toujours. Dans les structures. Oui, il en reste toujours. Sinon, ce que je dirais est faux. Je vous propose une chose pour la rapidité. Je vous fais la question en castellano et vous répondez en français, ¿ça va? ¿Es verdad que usted ha dicho que no se puede esperar un comportamiento apropiado de una mujer que va con faldas? ¿Esto lo ha dicho usted? Non, enfin, ça c'est pas moi qui le dis, c'est un très beau travail d'une femme américaine qui a analysé, elle a dit imaginez tous les gestes que vous dit, voilà, parle à un homme, il dit imaginez que vous avez une jupe plutôt courte et que vous devez ramasser un truc par terre. Voilà, elle fait l'exercice de gymnastique pour un homme. C'est magnifique, c'est un travail magnifique. Et ça rend conscient des choses que même les femmes n'ont pas conscience de faire, de ne pas faire. Es decir, las mujeres no tenemos plena conciencia de ser seres dominados, según usted. Je pense que non. Et c'est en grande partie, c'est ça la domination symbolique. C'est une domination qui marche dans la mesure où le dominé n'a pas pleinement conscience de subir la domination. Et de ce fait, est complice en partie de la domination
qu'il subit. Voilà. Señor Bordier, en esta estructura, el hombre también debería dar un paso. ¿Usted cree que debe dar un paso? Oui, alors, mais moi je ne parle pas en termes... Voilà, ça c'est le problème du sociologue, c'est pour ça que je parais triste, pessimiste et déterministe. Oui, je ne dis jamais il devrait, je dis il faut faire en sorte qu'il soit obligé. Voilà, c'est tout. Alors bon, il y a les hommes de bonne volonté, beaucoup d'hommes. Moi, mon livre a été lu par beaucoup d'hommes qui m'ont dit c'est dur de lire ça. Bon, voilà. Mais eux aussi sont inconscients. Alors il y a tout le chapitre que j'ai fait sur Virginia Woolf, que j'ai fait exprès, parce que c'est une des grandes théoriciennes du féminisme, et qui a dit des choses formidables, à mon avis, sur au fond, la souffrance du dominant. Alors comme c'était dit par une grande féministe, je pouvais le dire, il y a une phrase de Marx qui s'applique très bien aux hommes. Marx dit « le dominant est dominé par sa domination ». C'est une très belle phrase. Et je pense que le dominant masculin, alors ici, dans un pays de Punto d'Honneur, les hommes souffrent du machisme, d'espèce de devoir de virilité, qui est une charge terrible. Vous croyez? Vous êtes machiste ou pas du tout? Non, je ne crois pas. mais je pense que c'est une charge terrible. Si on faisait la liste de toutes les choses que les hommes sont obligés de faire vis-à-vis d'eux-mêmes, etc., et qui les embêtent, ça serait énorme. Voilà. La guerre, par exemple. Dans les sociétés archaïques, la guerre, c'est un travail d'homme. Señor Bordier, una de las críticas que le hacen es que remarca los valores masculinos, pero muy poco los valores femeninos. En síntesis, ¿usted me puede decir cuál es el valor del eterno femenino? ¿Cuáles son los valores de las mujeres? Ça encore, c'est quelque chose que je ne veux pas faire, parce que je dis pas les valeurs masculines. Pas comme sociologue, comment? Ah, comment? Non, ce qui est très difficile, ça c'est un problème très difficile. Bon, moi j'aime beaucoup ce qu'on appelle les valeurs féminines. Voilà. Mais il ne faut pas oublier qu'elles sont le produit de la domination, en grande partie. Bon, voilà. ¿No hay ningún propio? Si, pas dans la nature des femmes. Dans l'état actuel de la situation des femmes ont des propriétés qui me sont beaucoup plus sympathiques que celles des hommes. Voilà. À titre personnel, je peux dire ça. Des propriétés, des caractéristiques. Des caractéristiques. Elles sont plus modestes, elles sont plus effacées, elles sont plus intuitives, plus attentionnées, elles s'intéressent plus aux autres. Elles sont... Oui, voilà, mais ça, enfin, il ne faut pas dire comme ça, elles ont plus de chances d'être ça. Hein, il faut penser toujours statistiquement, ça a l'air, mais c'est précis. Elles ont plus de chances d'être comme ça, toutes choses égales d'ailleurs, qu'un homme. Voilà, et ça, c'est très bien. Autre exemple, elles ont plus de chances d'être dociles à l'école. Alors docile, c'est le latin docilis, ça veut dire qui apprend bien. Bon. Alors, en français, docile, ça veut dire en même temps soumis, gentil, qui ne se révolte pas. Voilà. Et un secret de la félicité, je sais que vous avez parlé quelquefois de la félicité. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être heureux? Je ne sais pas. Là, vraiment, je n'ai pas de réponse à ça. Non. Un sociologue ne donne pas des réponses comme ça, ne donne d'espoir, seulement montre la loi. Il peut dire un peu, mais à titre personnel, c'est pas en tant que sociologue. À titre personnel alors? On peut parler 3 heures. Oui, à titre personnel. Il faut faire le tout petit peu qu'on peut pour changer les choses. Voilà. Faire oui, voilà, je pense que c'est quand même ça. On a une petite marge de liberté, chacun de nous. Il faut faire que chacun fasse ce tout petit peu pour échapper aux lois, aux nécessités, au déterminisme. Voilà, je pourrais développer ça. Mais... D'accord. Merci beaucoup. Voilà.
le balcon. Alors, 1868, bon, je dis ça pour l'anecdote, c'est le premier tableau de peinture que j'ai vu. J'étais tout petit, dans un numéro de l'Illustration. Il y avait ce tableau, le balcon, bon, qui m'est resté toujours très, très cher. Voilà, ça m'avait beaucoup surpris qu'on puisse représenter le monde comme ça. Alors, je vais très vite, là, il me reste, oui, bon, finalement, je crois que je ne vous parlerai pas de la chose dont j'aurais pu parler très longtemps, qui est le bar aux Folies Bergères. Bon, ça va être un peu bousculé la fin, mais tant pis. Le chemin de fer. Alors bon, là, c'est la lecture formaliste s'impose. Au premier regard, la grille qui matérialise la composition. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est que la grille aussi segmente l'espace social. Là, on est du côté des flâneurs bourgeois. Bon, la femme lit un livre, elle s'est assise avec une petite fille. Est-ce qu'elle est gouvernante? Est-ce qu'elle est, en tout cas, on est dans le monde de la bourgeoisie. Puis la grille sépare du monde du travail qui est de l'autre côté. C'est pas, je pense, c'est pas de la littérature. Enfin, c'est vrai. Bon. Et c'est la destruction de la figure de la maternité en présentant une mère, si tant est que ce soit ça, distraite, enfin, qui regarde ailleurs, peut-être qu'elle regarde le passant, elle n'est pas présente à son travail de mère. Bon, et voilà. Et ça, c'est une lecture féministe qui m'a, je n'ai pas trouvé ça tout seul, qui m'a paru très juste. Et alors on voit comment bon, mon modèle théorique, enfin, qu'il faut toujours penser un tableau par rapport à l'espace des tableaux compossibles. Enfin, autrement, faire une chose comme on l'a fait, c'est toujours ne pas la faire comme d'autres la font. Hein, et alors, sans nécessairement chercher à se distinguer. Mais c'est en tout cas pour comprendre pourquoi. Enfin, pour comprendre ce que fait quelqu'un qui fait quelque chose, il faut comprendre qu'il ne fait pas autre chose. Voilà, c'est aussi bête que ça. Alors ça, c'est une leçon du structuralisme. Pour comprendre un phonème, bon, c'est voilà, dans un espace des phonèmes. Ayant dit ça, j'en viens au Manet concret. Alors, je vais l'évoquer très vite. Il va répondre à une série de défis. Il se construit contre l'académisme, évidemment. Il se construit contre le romantisme, contre Delacroix qu'il a copié. Il se construit contre les forces de la tradition. Et plus, à la fin, il se construira même contre l'impressionnisme. Voilà. Il passe son temps à se démarquer, comme on dit en football, voilà. mais pas nécessairement dans une logique que je veux être différent, je veux être distingué. Pas du tout, pas du tout. Il est distingué par surcroît. Hein. Bon. Oui, ça donne l'année de publication de l'œuvre. Ou du compte-rendu. Du compte-rendu. Non, c'est du compte-rendu, ce que je veux dire. Martin Dugard, c'est avant, Monnier, c'est avant, Mauriac, non, Pagnol, c'est avant, Suarez, c'est avant, Yourcenar, c'est après. Bon. Alors après, Faye, bon, c'est après, Gary, Guillou, c'est, je sais pas ce que il faut voir, là, je sais pas bien. Mauriac, sur les Grasset. Puis voilà, Fayard. Mais comment c'est foutu ça? Il n'y a pas Beckett, il n'y a pas Simon. Qu'est-ce que c'est ce travail? Il n'y a pas Beckett, il n'y a pas Simon là. Attendez, il y a peut-être perdu un Mauriac. Mais quand même il ça. faut que je fasse tout moi-même. Non, faites pas semblant. Oh. Oh, elle est dégueulasse. C'est pour la télé. Oui, elle est timide. C'est très bien ça. Elle est timide. Ah oui, elle est dégueulasse. Non, mais ça vous pose pas de problème? Je vais aller travailler avec une personne moins rusée, moins tordue, hein, pour donner une bonne image. Dites, ça vous pose pas de problème que ce soit un livre de 84 Mais non, il n'y a pas autre chose. Bordel, c'est pas un problème, il n'y a pas le choix. Il doit y avoir des livres plus récents. Mais on l'a pas, mon vieux. Mon hypothèse, c'est que les gens qui sont là avec des yourtes forts. Ah. Merci beaucoup. Il n'y a pas de réponse à attendre, non? Je pense pas. C'est lui qui me le demande. D'accord, merci. De qui c'est? De Jean-Luc Godin? Bon, c'est le grand jeu, hein. C'est mystérieux, hein, comme tout ce qu'il fait. Ah oui, ça c'est les extraits de son film, ça. Vous savez, de Histoire son... du cinéma? Ça s'appelle Histoire avec un S du cinéma.
il a un certain talent quand même. Je comprends rien. C'est vrai, c'est embêtant. Non, je trouve ça assez beau, mais je comprends. Je suis pas poète, quoi. C'est vrai que la poésie, c'est un autre moyen de percevoir intuitivement les choses. Oui, non, je pense qu'il veut dire quelque chose. Je ne suspecte pas dans ce cas-là, il veut dire quelque chose. Voilà. Oui, c'est un autobus. Alors, il y a un autobus sur lequel il y a une affiche My Girl. Voilà, il dit... Je me suis demandé en face de ce document montrant des passagers en zone de transport public si nous y voyions bien la même chose et si par conséquence, par la suite, nous pouvions prétendre essayer de raconter ensemble la même histoire, en principe la vraie. Il me semble, hélas pour nous, et trop de Kosovars en tout genre et lieu, que non. My Girl vous le dira, le rendez-vous d'amour de la vérité a été mal préparé, autant en emporte le vent, dira la mauvaise langue. Et bonne nuit, les dormeurs, ce gentilhomme de film, dont la majorité d'entre nous n'a pas entendu ce que vous dénommez, défaite le nom, discours politique. Voilà. Ce gentilhomme de film, dont la majorité d'entre vous n'a pas entendu ce que vous dénommez, discours politique. Vous comprenez, vous? Pas vraiment, mais j'ai pas lu l'intégralité du courrier. Mais c'est tout, il n'y a rien de plus, je vous ai tout dit. En tout cas, il vous semble, hein, si vous ne comprenez pas la même chose à partir de cette image-là, vous ne serez pas en mesure de oui, discuter. C'est ça. Non, mais c'est ça. Ça j'ai compris. Mais après, quand il dit... Enfin, bref. Ça risque d'être un dialogue de sourds, alors là. Le déjeuner avec... Dès l'origine. Ouais. Difficile. Ah, pauvre Bourdieu. Non, alors si vous faites ça, vous allez m'intimider, alors ça va être affreux. Non, faites attention. C'est vrai, hein, les timides intimident, vous connaissez ça? Quand on est timide, on intimide les autres, c'est pas bien. Faites attention. On fait ça. On fait ça très bien, allez, hop. Ok, bon. Mais on peut le voir encore une fois à 5,51. Bon, alors ça, c'est quand j'étais professeur en 1954. J'étais professeur de philosophie. Voilà. C'était pas à ENS? Non, j'étais professeur, c'était ma première année d'enseignement. Les élèves étaient presque aussi vieux que moi. Ça, c'est 68, mais je ne sais pas bien. Maintenant, il y a une déclaration sur la droit à l'oumission. Ah oui, ça c'est sur la guerre d'Algérie, oui, c'est ça, oui, c'est ça. Oui. Vous étiez déjà j'étais déjà en Algérie, moi, oui, moi j'étais déjà mobilisé. Ça doit être dans les années 60. Vous avez fait des recherches en ce temps? Oui, c'est ça. J'étais en Algérie entre 1955 et 62 à peu près. Et ça, je crois... Ça, c'est in einer Minute, lassen wir das. Mais ça fait longtemps maintenant. Oui, là j'étais beaucoup plus jeune. Là, oui. Ah oui, j'étais plus mignon quand même. Vous voyez pourquoi je ne vais plus me faire photographier? Et ça, c'était avec les chômeurs? Avec les chômeurs, c'est ça. Oui, ça, j'ai bien compris. Ah, d'accord. Mais pourquoi vous avez fait ça, être là? Encourager? Oui, pour encourager, parce que parce que je pense que c'était un mouvement intéressant, quoi. Je voulais être là, quoi. Et voilà. Voilà. Alors ça c'est l'équipe de rugby, ça c'est à Paris, ça. C'est là. Oui. Voilà, c'est là. Je suis là. Oui. Ah d'accord. Et vous c'était quoi dans ce match? Demi d'ouverture, c'est ce qu'il a dit, lui, là. Ah. Vous voulez que je vous l'écrive? Oui, c'est là. Voilà. On peut arrêter. Merci. 42, c'est ça. Voilà, nommé boursier. Voilà. C'était déjà pour Paris?
Non, pour ça c'était pour le lycée de Pau, c'était le lycée de Pau. Ah, pour Pau. Ouais. Ah. Et après, j'ai eu cette bourse jusqu'à la fin de mes études. Voilà. Alors ça, au 19e siècle, il y avait l'opposition, enfin, c'était les héritiers et les boursiers. C'était dans les luttes entre écrivains. Quand on voulait dire d'un type qu'il n'était pas très malin, on disait c'est un boursier. Voilà. Les héritiers et les boursiers. Alors moi, j'étais à la catégorie des boursiers. Vous étiez un boursier. Voilà. Les sociologues, alors c'est toujours la mauvaise catégorie. Je souffre énormément de l'isolement. Oui. Et donc, heureusement, en France, il y a quand même plus de choses. Bon, la Belgique est un petit pays qui est extrêmement dépendant à cause de la structure de financement. Donc, en 1980, lorsque nous avons eu, sous l'effet Thatcher, un gouvernement ultralibéral, on a absolument démantelé toutes les structures du financement des recherches. Et on dépend quasiment uniquement de l'argent de la Commission et de l'argent de l'Europe. Et sur le budget national, par exemple, moi, bon, je suis politologue, j'ai mon salaire et je dois déjà considérer que c'est merveilleux d'avoir un salaire, mais je n'ai absolument aucun moyen de fonctionner. Mon téléphone, je le paye. Vous pouvez me téléphoner, vous avez mon numéro, mais moi, je ne peux pas vous téléphoner, sinon je le paye sur mon salaire. Mes bics, mes papiers. Donc, on revient à un système, c'était comme ça déjà en Belgique, c'est pour pouvoir être intellectuel, pour pouvoir avoir une pensée autonome, il faut être notable. Donc il faut avoir des moyens, il faut pouvoir se payer son travail. Mais il faut avoir une charge. Je dis à mes étudiants depuis maintenant 10 ans plus que ça, je leur dis maintenant que vous êtes comme les artistes il y a une vingtaine d'années, où il fallait ou avoir une fortune par son papa, ou avoir une femme qui travaille pour vous, ou avoir, enfin bref, on ne peut plus être... les sociologues, c'est venu comme ça. Ou alors bien sûr, à moins de faire de la sociologie de service. Si vous faites de la sociologie qui répond à la demande sociale, c'est-à-dire la demande dominante, à ce moment-là, vous pouvez à peu près vivre. D'abord, vous avez des postes au CNRS, etc. Et puis même des crédits. Mais si vous voulez faire de la sociologie, même pas crédit, la sociologie tout court, rigoureuse, quoi. Bon, il faut savoir que vous êtes comme un artiste. Il faut payer vos crayons, vos plumes, vos gommes, votre coordinateur, etc. Voilà. Il faut que j'y aille. Oui, bien sûr. Mais on convient de ça. Si vous avez des choses, vous me les envoyez. Moi, si j'ai des réunions, je vois bien sur quoi vous êtes, je vous informe. Et dès que votre travail est avancé, vous me le faites savoir. Et dans un délai assez bref, j'organise quelque chose avec les gens qui travaillent dans cette direction. Voilà. Ça va bien. Voilà. Oui, c'est bien qu'on finisse par se rencontrer parce que c'est vous qui m'avez donné le virus de la recherche il y a 15 ans. Alors, voilà, c'est une fameuse paternité. Voilà. C'est gentil de me dire merci. Merci, à bientôt. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. À bientôt. Bon, encore une question. Est-ce que vous servez essentiellement vous appuyez essentiellement sur votre expérience personnelle? Ça joue un rôle, pas essentiellement, mais ça joue un rôle, oui. Mais bon, c'est pas l'expérience personnelle brute. Il y a des tas de choses. Je sais ce que j'en pensais il y a 30 ans, je sais ce que j'en pense aujourd'hui. Vous voyez, souvent mon expérience personnelle me rend sensible à des choses que d'autres ne verraient pas. On me rend nerveux, énervé devant des choses que les autres trouveraient normales. Voilà, je pense que ça joue. Mais je ne vais pas répondre à mon propos, je vais répondre à l'exemple de Foucault. Foucault est un grand, je pense que c'est un des plus grands philosophes contemporains qui a fait des choses, très importantes dans beaucoup de domaines. Alors il y a eu aux États-Unis des gens qui étaient énervés par l'action subversive de Foucault. Foucault est devenu une idole des campus américains, et ça énerve beaucoup les conservateurs de tout poil, les conservateurs académiques, mais aussi les conservateurs politiques, les conservateurs en matière de culture, mais aussi les conservateurs en matière politique. Et donc, ces gens voulaient un peu démolir Foucault. Et à côté des gens, il y a un livre qui s'appelle Saint-Foucault, à côté des gens qui ont fait une espèce d'agiographie, des gens qui ont voulu le démolir. Alors ils ont dit Foucault c'était un sadomasochiste, homosexuel, etc. Bref, on a essayé de déduire toute la pensée de Foucault
de sa tendance sexuelle et même de sa tendance particulière, etc. Alors, il est vrai que pour comprendre ce qu'a fait Foucault, il est important de comprendre qu'il était homosexuel. Je pense que Foucault n'aurait pas fait ce qu'il a fait s'il n'avait pas été homosexuel. Ça, je pense. Beaucoup des problèmes qu'il a eus, bon, si vous avez regardé, si ça vous intéresse, regardez la biographie d'Héribon, de Didier Héribon, qui a été publiée chez Fayard il y a quelques années, qui donne beaucoup d'éléments. Foucault, quand il était à l'école normale, a fait une tentative de suicide. Enfin, il avait des gros problèmes qui étaient liés au fait qu'il était homosexuel et qu'à l'époque, l'homosexualité était très stigmatisée, y compris dans les milieux intellectuels. Et je pense qu'une part très importante des problèmes qu'il a posés sur la normalité, sur la médecine, etc., sont des problèmes qu'il a rencontrés en tant qu'homosexuel. Mais bon, il y a des tas d'homosexuels et il n'y a qu'un Foucault. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a transformé ces problèmes existentiels, d'homosexuels, de ses souffrances, je ne sais pas quoi, ces questions, etc. Il les a transformés en problèmes scientifiques. Il s'est battu toute sa vie pour élaborer, voilà. Et autrement dit, c'est pas de l'homosexualité brute qui donne de la bonne philosophie, et de même, c'est pas d'une expérience quelle qu'elle soit qui donne de la bonne sociologie. Alors, simplement, le problème, c'est comment travailler sa propre expérience pour en faire quelque chose. Et là, bon, alors là, après, là-dessus, je m'arrête. Hein. Je dis toujours, il faut faire l'analyse réflexive. Hein, il faut que les sociologues fassent leur propre sociologie. Hein. Il faut faire leur propre socio-analyse. Et ça, je crois que c'est très très important. C'est-à-dire, c'est à condition de socio-analyser sa propre expérience qu'on peut s'en servir sociologiquement. Et d'ailleurs, le travail même de la recherche, c'est une socio-analyse. Les choses reviennent, mais elles se transforment. Voilà. On apprend beaucoup sur soi-même. Voilà, quand on étudie le système scolaire, quand on étudie... moi, je pense qu'un prof apprend plus sur son inconscient quand il étudie le système scolaire que quand il étudie l'œuvre de Freud. Voilà, je pense. Bon, là, on arrête ce coup-ci. Hein. Ouais. Ah. Bon, ben voilà, vous êtes gentils. Hein. Alors peut-être, si vous faites une chose, ce qui serait très très gentil, c'est que vous m'écriviez individuellement ou collectivement ce que vous n'avez pas osé me dire. Voilà. Allô? Oui, je suis pris là. Je rappelle. Hein. Là. Bon, alors donc, on y va? Oui. Donc, il y a un capital de connaissances du monde social qu'on hérite de son milieu, de son expérience sociale, etc. Bon, alors c'est exactement comme ce que je disais tout à l'heure. On ne peut pas faire de la sociologie avec ça, mais c'est pas mal d'avoir ça. À condition de savoir le convertir en problématiques scientifiques, en mise en garde, etc. Bon, alors mon expérience sociale, qui était un peu de ce type, où je connaissais, bon, j'ai eu un monde, enfin, qui n'était pas le monde intellectuel parisien, bon, ça a été redoublé par mon expérience de l'Algérie, où j'ai donc fait des enquêtes en situation dangereuse, quoi, où, oui, selon, je pense, et ça m'est arrivé 2-3 fois, selon la réponse que je donnais, je pouvais m'en tirer vivant ou mort, quoi. Bon, selon la manière de poser les questions, etc. Je n'avais pas d'autre protection dans une situation de guerre civile, de guerre de libération. J'avais pas d'autre protection que ma bonne tête et ma manière de me présenter, de faire attention, bon, voilà. Bon, et ça, je crois que ça m'a beaucoup appris. Il y a beaucoup de choses qu'on lit dans les livres de méthodologie, ou qu'on ne lit pas dans les livres de méthodologie, parce que
évidemment l'essentiel n'est pas dit, je l'ai appris comme ça, parce qu'il fallait réfléchir à tout, parce qu'il fallait faire attention à tout. Bon, on avait des discussions qu'on pourrait dire presque métaphysiques, enfin, bon, sur ce que c'est que de faire la science, sur ce que c'est, puis tous les jours, on restait dans des problèmes, bon voilà. Alors ça met du plomb dans la cervelle, quoi. Ça fait beaucoup réfléchir. Moi je pense que j'ai vécu sur un capital énorme de savoir. J'ai vieilli très vite, voilà. C'est-à-dire par rapport à un jeune sociologue qui aurait fait sa petite enquête peinard sur les profs dans un CEG, voilà, j'ai vieilli. Bon, alors ça, et du coup, j'ai eu beaucoup de problèmes qui sont sortis de là, quoi. Beaucoup de questions. J'ai vécu en gros sur le capital pas d'idées, mais de problèmes que j'ai ramassés à cette époque-là. Voilà. Voilà, je crois. Ça a été important. Alors évidemment, l'autre chose aussi, j'ajoute ça, comme ça fera, je pense pour votre truc, ça fait très bien, c'est que j'ai eu l'idée, comme je travaillais sur la Kabylie et que je voyais beaucoup d'analogies avec le Béarn, enfin, les structures familiales, les rapports entre les sexes, etc., je me suis dit, pour ne pas utiliser mon expérience de manière sauvage, il faut que j'aille étudier mon village. Voilà. Comme j'étudie la Kabylie. Alors j'avais deux objectifs. D'abord de contrôler cette expérience, bon, et puis aussi d'étudier ce que c'était que de passer de l'expérience indigène à l'expérience savante. Qu'est-ce que ça fait, quoi. Bon. Et alors je disais à l'époque, c'était l'époque où Lévi-Strauss avait fait Triste Tropique, c'était le livre que tout le monde lisait, etc. Moi j'ai dit, je vais faire Triste Tropique à l'envers, c'est-à-dire je vais faire un retour au lieu d'aller chercher très loin, chez moi le moins exotique possible. Je vais rendre exotique le banal, quoi. Et alors j'ai interviewé des copains, moi, bon, et très souvent je savais la réponse. Je savais la réponse. Donc, qu'est-ce que c'est ça? On se dit, bah oui, c'est marrant, qu'est-ce que c'est que de poser une question quand on sait la réponse? Ça veut dire que dans d'autres cas, on la pose, on ne sait pas la réponse. Mais voilà. Donc, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et puis, ce que c'est que... Alors, en fait, d'ailleurs, les types, je m'apercevais très vite, ils savaient l'essentiel. Ils savaient m'expliquer. Et pourtant, ils ne savaient pas comme moi. C'est pas pareil de savoir abstraitement. Bon, les filles veulent plus aller à la campagne, je sais pas quoi. Et puis, voilà. Ça m'a fait beaucoup réfléchir sur les deux, quoi. Sur le fait d'être ethnologue, sur le fait de... Et ça m'a... Une autre chose, enfin bon, je pourrais continuer là-dessus. Une autre chose, c'est que quand on vient d'un petit milieu et d'un pays dominé, on a forcément de la honte culturelle. Moi, j'avais de la honte de mon accent que j'avais corrigé, etc. Je passé par l'école normale. Ça. Quand je descendais dans mon pays, ça Pierre Carl va très bien comprendre, quand j'arrivais à Dax, que j'entendais l'accent, ça me faisait horreur, vraiment horreur. Et encore aujourd'hui, j'entends certains accents à la radio, ça me fait physiquement horreur. Alors c'est l'accent que j'avais. Hein, j'entends dernièrement à la radio, j'entendais Tillina, qui est un écrivain chiracien, qui parle avec l'accent de Brive. J'ai envie de le tuer. Voilà, ça me fait horreur. Bon, pas seulement parce qu'il dit. Alors ça c'est une forme, voilà, de violence symbolique. C'est un truc. Une autre fois, j'ai entendu à Toulouse, c'était un chanteur d'avant-garde, un type qui faisait de la poésie d'avant-garde, avec l'accent de Toulouse. C'était terrible. Oh, Toulouse. Bon, c'était absolument terrible. Bon, moi je devrais pas. Hein, c'est mon boulot de comprendre ça. C'est mon propre accent. Or, je ressens ça comme affreux. C'est pas possible de faire de la poésie d'avant-garde avec cet accent. Voilà. Alors, je vais me faire tuer par les Occitans, mais enfin, ça fait rien. Est-ce que je peux vous couper un peu? Oui. Pour faciliter après, oui, après mettre les... Oui. Bah, ça dépend des moments. Il y a des moments où je suis en raisonnement. Non, je sais. Et alors je suis emmerdé, j'ai peur que vous me coupiez parce que je me dis, oh là là, j'ai un truc. Non, mais d'autres fois, c'est possible. Parce que quand vous êtes comme ça, vous avez déjà reçu plusieurs questions. Mais voilà, je sais. Ou même vous avez répondu d'autres que je n'ai même pas posées. Je sais. Oui. Et que ça me permettra de les poser après. Oui, je sais. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un truc que je dis au début. Et je développe et je suis obligé d'aller jusqu'au bout où je retrouve ce que j'ai dit au début. Donc c'est pas facile. J'ai une... C'est la même. Je donne la mienne puis je prends Merci. Et on va changer complètement de sujet. Oui, on change, on y va. On va parler des femmes. Le concept de violence symbolique
est l'un de ceux dont vous faites usage. Pourriez-vous nous parler un peu de ça? Oui, alors, bon... Et la domination. Oui, la domination. En fait, il y a le problème de la sexualité, le problème de la domination. Par exemple, c'est un très beau travail que j'ai cité. C'est une sociologue américaine qui a étudié l'usage différentiel du téléphone chez les hommes et chez les femmes. Bon, voilà. Et alors, elle montre que c'est des femmes qui utilisent beaucoup le téléphone, beaucoup plus que les hommes. Et on leur dit évidemment que les femmes sont bavardes, qu'elles passent leur temps au téléphone, qu'elles ne font que ça, etc. Bon, en fait, elle a observé statistiquement, elle a mesuré tout ça, bon, et elle montre que c'est tout à fait normal, parce que dans la division du travail domestique, dans la famille, bon, les femmes ont une fonction mise inconsciemment, hein, qui est d'entretenir les relations, ce que j'appelle le capital social de la famille, de l'ensemble de la famille, et elles entretiennent les relations non seulement avec leur propre famille, mais avec celle de leur mari. C'est elles très souvent qui font les coups de téléphone, qui font les cadeaux, qui font les trucs d'anniversaire, qui se rappellent, etc. Bon, voilà. Alors voilà un exemple, c'est un tout petit exemple, mais le problème c'est d'attraper toutes ces observations. L'observation du comportement entre un gynécologue et une femme, des tas d'observations très belles. Il y a d'ailleurs de très beaux travaux qui ont été faits souvent autant par des hommes que par des femmes, des très beaux travaux. Et moi, j'ai voulu essayer de montrer qu'il y avait une cohérence entre ces choses-là. Alors, le principe de la cohérence, c'est que c'est une domination d'un type très très particulier qui ne repose pas, quoi qu'on en dise, sur la violence physique. Bien sûr, il y a des femmes battues, je connais les statistiques, etc. Bien sûr, elle ne repose pas seulement sur la violence économique, c'est-à-dire sur le fait que les femmes travaillant moins, sont moins libres de quitter le foyer, etc. etc. Bon, elle repose sur ce que j'appelle la violence symbolique, c'est-à-dire cette violence qui résulte du fait que les gens ont dans la tête des principes de perception, des manières de regarder, bon, qui sont le produit de la relation de domination. Autrement dit, elles collaborent en quelque sorte, entre guillemets, à leur propre domination. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles sont idiotes, etc., qui suivent. Bon, ça veut dire que toutes les structures sociales, dès l'enfance, dans la famille, à l'école, etc., les portent à incorporer, à intérioriser le rapport masculin-féminin. Voilà. Et donc, pour faire une lutte subversive, bon, il faut prendre acte de ça. Alors évidemment, ça a l'air conservateur. C'est exactement la même chose que pour l'éducation. On va dire, ah, Bourdieu, il est conservateur. Il dit que les femmes sont dominées et qu'en plus, elles contribuent à l'avoir. C'est affreux, c'est pas machiste. Bon. Alors moi, non, il faut prendre acte du fait que c'est comme ça, bon, pour trouver les moyens. Alors, bon, où est-ce que ça se reproduit? Ça se reproduit à l'église, ça se reproduit dans l'État, ça se reproduit à l'école. Bon. Et donc, il y a des lieux de lutte. Bon, on peut assigner des objectifs, au lieu de dire, alors que le féminisme, il dit où elle est la lutte? Dans le foyer domestique. Alors, on va lutter avec le mari, tu fais la vaisselle, etc. Oui, c'est pas mal. Mais c'est pas en tout cas, c'est pas le seul lieu de lutte. Il y a d'autres lieux de lutte beaucoup plus importants. Et par exemple, il y a des luttes politiques, bon, pour la sécurité sociale, etc. Bon, l'exemple que j'ai découvert tout à fait récemment après avoir fait mon livre. Bon, je dis toujours, il y a une main droite de l'État et une main gauche de l'État. La main droite de l'État, c'est les finances, le budget, voilà, tout ce qui est régalien, ce qui est masculin, bon, hein. Et puis il y a le féminin. Alors c'est quoi? C'est les hôpitaux, c'est les crèches, c'est l'école, voilà, bon, c'est le social, non? Et évidemment, dans la hiérarchie des ministères, bon, le masculin domine le féminin, comme partout, hein. Le ministère des Finances domine le ministère des Affaires sociales. Bon, le contrôleur budgétaire domine tout le monde, etc. Bon, cela dit, actuellement, ça c'est un truc, vraiment j'étais très content quand je l'ai trouvé, quand on dit qu'on va détruire le public, on détruit le domaine où il y a des femmes. Bon, c'est dans les hôpitaux, les etc. Bon, et le domaine dont bénéficient le plus les femmes, c'est-à-dire les services sociaux, l'assistance, les crèches, etc., etc. Voilà. Bon, donc ça donne une ligne politique. Et je vous assure que pour un mouvement féministe, s'il mettait ça au lieu de faire des blabla, ça donne une ligne politique. Nous avons parti lié avec l'État. Nous avons parti lié avec l'État, enfin avec l'État social. Bon, hein.
doublement. Bon, en tant que nous en participons, nous avons plus de chances d'être infirmières que les hommes, nous avons plus de chances d'être profs que les hommes. D'ailleurs, en même temps, les profs, c'est des femmes. Hein. Nous avons plus de chances, etc. Bon, donc, nous devons défendre l'État. Et nous avons plus de chances d'y avoir un job et en plus d'en bénéficier, parce que c'est nous qui avons besoin. Voilà, voilà un exemple. Bon, et voilà. Voilà, en gros. Alors évidemment, du point de vue de... C'est pas du tout les idées reçues. Et bon, alors, toute la vision... Enfin bon, je m'arrête quand même là. Oui. Top, 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 top. Top. Loïc Vacan est professeur de sociologie à l'Université de Californie, à Berkeley. Il est chercheur au Centre de sociologie européenne du Collège de France. Son livre paraît ces jours-ci, Les prisons de la misère. Alors, vous plaidez en faveur d'un RMI pour les détenus. Oui, alors je plaide en faveur du RMI pour les détenus de France. Les détenus de France ont été exclus systématiquement du RMI, alors que ça permettrait de diminuer les raquettes au sein de la prison. On sait qu'il y a une très grande partie de la population pénitentiaire en France qui souffre d'une indigence telle qu'elle doit par exemple se prostituer pour pouvoir acheter le savon dont on se sert pour se nettoyer, pour faire la lessive, pour faire sa vaisselle. L'autre raison, c'est que l'incarcération est souvent une charge très lourde pour la famille des détenus, qui, on le sait, proviennent des milieux les plus défavorisés déjà. Donc ça aiderait à soulager le poids économique très, très, très grave que représente la détention pour les familles, qui sont en quelque sorte pénalisées, alors qu'elles n'ont pas commis d'actes délictueux ou criminels. Et puis la dernière raison, qui est une raison symbolique, qui en quelque sorte me paraît à elle seule suffisante, donner le RMI à un détenu qui aurait droit à l'extérieur, c'est marquer que ce détenu continue de faire partie de la communauté civique, donc il n'a pas été exclu de la société, il y avait droit à l'extérieur, donc il devrait y avoir droit à l'intérieur, et c'est donc minimiser la séparation, le marquage symbolique, le stigmate qui pèse sur les prisonniers, et donc aider, en tout cas, moins freiner leur réinsertion à partir du moment où ils ressortent. Ok. On se soucie absolument pas de la réinsertion de qui que ce soit en prison. Bien sûr. Non, mais il y a des petites associations. C'était super de finir là-dessus. Sur le RMI. Ah oui, non, c'est bien. Oui. C'était le moment normatif du livre. J'ai dû me battre avec Bourdieu pour le remettre, parce qu'il il était trop long, tout ça, mais il était d'accord, c'est vrai. Est-ce que tu n'as pas dit Daniel, c'est qu'il va le couper au montage? Ah non. Ça, c'est la pirouette positive. Oui, non, c'est le truc. On s'était dit, s'il sort une seule chose du livre, si ça aide à pousser dans ce sens-là, et que ça valait la peine, déjà. C'est 5000 balles, vous m'avez foutu en l'air. Voilà, tout de suite j'arrive des reproches. Oui, il faut oui, que ça faut dire. C'est vrai. Bon, Mme Christin, hein, maintenant vous dites rien, mais quand... attendez, vous arrivez après la bataille, vous. On a déjà... Bon, allez. Vous avez enlevé une phrase, c'est tout? Oui. Ouais. C'est pas possible de le décaler, de faire 2 paragraphes? Non, c'est pas possible. Ah bon? Et ça rentre pas? Non, ça rentre pas. Déjà, regarde, là, il y a 1 centimètre. Okay. Déjà, on a fait des efforts ce matin. Ouais. Non, mais On a coupé. Le maquettiste a dit, il faut espérer que les gens vont pas. Il faudra après revenir vous donnez l'exemple mauvais en tout. Je peux vous dire, tout ce que vous faites est catastrophique. Tout ce que vous faites, bon, c'est pas, elle ne vous le dit pas, mais le maquettiste, qui est un brave homme, qui ne vous connaît pas, qui essaie de dire, attention, c'est la limite, après il retrouvera, on va être emmerdé. Maintenant, t'as plus de demande, tu t'en fiches, tu nous laisses tranquille. Ah oui, mais j'aimerais bien quand même le relire. Non, t'as remis ton manuscrit. Et c'est Bourdieu chef. Moi. Oui, je sais, mais non, mais je vais l'emmerder jusqu'à ce que je vois inscrit. Si jamais il y a des noms mal orthographiés, non, d'accord, non, mais c'est quand même bête. Je vous promets. On fera tout ce qu'on pourra. Oui, non, mais je me rends compte. Mais vraiment, c'est fou, quoi. Non, mais je me rends très bien compte. Mais c'est vous qui avez mis un délai en janvier dernier, vous le faites pour la fin du mois, etc. Oui, l'histoire ne vous indiquait pas que ça allait être fini. Non, mais parce que moi j'étais réaliste. Vous aviez fait un exposé à mon séminaire qui était un truc, ça aurait pu être publié comme ça.
Je vous ai donné carte blanche, donc c'est pas pour vous la reprendre. Je pense que ça montre l'intérêt, parce que pour un Frenchie, qu'est-ce que ça peut foutre une fois qu'on a compris vous tuez votre propre... Moi je pense que c'est très bien l'effet d'accumulation, de chiffres, etc. Quand vous êtes sur quelque chose de pas vraisemblable, qu'on peut vous accuser d'exagérer, d'être parti pris, d'être anti-américain, quand vous rajoutez, ça va. Mais quand c'est pour montrer que ce Murray, c'est un facho, qui a traversé l'Atlantique, on a compris. Donc rajouter une citation de plus, je vois ce que vous exprimez, c'est l'encadré sur Murray en Angleterre. Oui, voilà. On le reçoit comme un prince, etc. C'est bien, c'est suggestif, mais non, mais de toute façon... Vraiment, j'assure, j'ai pas fait comme ça. Non, j'ai fait sérieusement. Il n'y a qu'à vous que j'aurais fait confiance. Oui, non, j'ai fait sérieusement. Et je pense que cet effet que je comprends, hein, on est émerveillé, on se dit c'est pas possible, comment dire, la réalité passe la fiction, quoi, constamment. Alors on a l'impression, on va rajouter, et je pense que du point de vue d'un lecteur, on sature. On se dit, mais on a compris que ces gens-là sont monstrueux, hein, c'est vrai. Et ils sont monstrueux, ils disent n'importe quoi, et même, on se dit, mais pourquoi ils s'acharnent, quoi. Ça va, on est convaincus. Voilà. On dit un intellectuel engagé, c'est un intellectuel qui fait de la politique. C'est pas vrai du tout. C'est un intellectuel qui fait l'intellectuel, c'est un intellectuel qui intervient dans l'espace public, qui peut être l'espace politique, mais sans abandonner, sinon c'est un clown, les exigences ordinaires de son activité ordinaire de chercheur. Si aller sur le terrain politique, c'est dire n'importe quoi, c'est être intellectuel. Ce n'est pas... Bon, je m'arrête là. Qui souhaite intervenir? Et il faut quand même bien s'interroger parce qu'au début du siècle, le capitalisme était une question de personnes qui étaient propriétaires et qui agissaient dans leurs entreprises. Au jour d'aujourd'hui, c'est une affaire de gestionnaires qui sont formés en université, qui ne sont responsables de rien parce qu'ils ont un objectif à court terme, et après, c'est un autre qui s'en occupe. Mais il faut quand même savoir que la merde dans laquelle on se trouve, elle a été réfléchie, conçue dans des universités. Ce sont les mêmes professeurs, ou en tout cas le même corps professoral, qui participent à créer l'un ou à créer l'autre. Merci. Ça, c'est pas supportable pour un sociologue. On peut pas dire des choses comme ça. C'est des généralités. L'université en son ensemble, ça n'existe pas. C'est comme une tortue de 68 mètres, ça n'existe pas. Bon. Il faut dire quelles universités. Est-ce que c'est les écoles de gestion? Est-ce que c'est les écoles de commerce américaines? Est-ce que les MIT? Bon, il faut entrer dans le détail. Et là, je précise un tout petit peu, c'est un travail qu'a fait Frédéric Le Baron, qui est à cette tribune, que vous pourrez lire bientôt. Il vient de faire une analyse des prix Nobel d'économie. Bon, ça, c'est de la nouvelle lutte politique. C'est-à-dire, il analyse en détail, avec des techniques statistiques très sophistiquées, l'espace des producteurs de ce discours économique au nom duquel on nous dit qu'il faut de la flexibilité, etc. etc. Bon. Et par une analyse très raffinée, il montre la structure. Alors la vieille critique politique à l'ancienne, avec les trucs aussi utiles qu'ils aient pu être de Marx, elle avait des boulets, elle tapait à boulets rouges, mais des boulets énormes qui passaient toujours au-dessus des têtes de tout le monde. Là, il faut faire de la chirurgie fine pour combattre. Bon. Et ça interdit de dire des choses comme celles qui ont été dites. C'est pas les universités en général, les profs en général, il y en a de droite, il y en a de gauche, il y a des disciplines, etc. Voilà. Et ça, je pense qu'il faudrait que, c'est pas de la censure, qu'on puisse plus dire des choses comme ça sans que quelqu'un se lève en disant, monsieur, c'est un peu d'accord, mais pas tout à fait. Voilà. Oui, c'est ça, c'est ça. Bon, mais peut-être qu'en revoyant à nous deux, on va y arriver. Hein. Vous n'avez pas un numéro chez vous? Non. Bon, jetez un œil, parce que... Voilà, parce que... Oui, je m'en vais, voilà. Ben oui, oui, oui.
Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Oui. Ah oui, l'autre chose aussi que je vous dis, puisque je vous ai, c'est l'interview que vous avez fait avec la chasseuse de tête là, du Seuil. Vous savez, bon, vous m'avez paumé, hein. Ça serait utile pour le livre. Hein. D'accord, d'accord. Et par la même occasion, si en remuant vos papiers, vous retrouvez les interviews des femmes du journaux féminins, vous savez, parce que un jour, on pourra faire quelque chose. Voilà. Oui. Oui. Ah bon. J'ai presque fini. Vous demandez une économie de Glück. Bonheur, oui, bonheur. De bonheur, oui. Nouveau économie de bonheur. Oui. Vous savez, c'est une idée à la fois... aujourd'hui, elle peut paraître un peu originale, même utopiste, alors qu'elle est très très banale. Ça veut dire que dans l'économie telle qu'elle est, dans sa définition dominante, on prend en compte les coûts et les profits, etc. Mais comme on élimine les coûts sociaux et les profits sociaux, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas, par exemple, tout ce qui n'est pas quantifiable, tout ce qui n'est pas calculable, tout ce qui n'est pas anticipable par le calcul, etc., on sous-estime beaucoup les coûts et on surestime le rapport coût-profit. Par exemple, si on prenait en compte réellement, je sais pas, je donne un exemple quelconque, la violence urbaine, quand les gouvernements européens ou nationaux demandent aux sociologues d'étudier la violence, dans les écoles ou dans les banlieues, il y a sans arrêt des demandes pour lesquelles on donne de l'argent. Ils veulent quoi? Ils veulent des recettes pour conjurer la violence. Est-ce qu'il faut mettre plus de policiers? Est-ce qu'il faut mettre des animateurs? Est-ce qu'il faut mettre des éducateurs? Est-ce que l'école peut jouer un rôle dans la violence? Et alors, mais attention, comment protéger l'école de la violence? Voilà les questions qui se posent. Sont des questions. En fait, ils excluent systématiquement la question de savoir si les causes de la violence ne sont pas hors de l'univers violent. Alors dans des choses tout à fait évidentes, les taux de chômage, la précarité de l'emploi, l'insécurité temporelle, enfin le fait que le rapport à l'avenir est incertain, dans l'élimination scolaire, dans le fait que certains enfants, du fait de leur origine sociale et ethnique, les deux choses étant souvent liées, sont voués à être éliminés par le système scolaire, dans toute la structure. Ce qu'on ne voit pas, c'est que ce qu'on économise d'un côté, en disant on va réduire les coûts, on va faire des plans sociaux, comme on dit, on va renvoyer 2000 personnes pour abaisser les coûts de production, etc. et être compétitif sur le marché mondial, etc. On ne voit pas que ce qu'on économise d'un côté, on va le payer de l'autre. Et que ces 2000 personnes, surtout si ce sont des jeunes, etc., jetés au chômage, vont consommer des tranquillisants, devenir alcooliques, consommer de la drogue, devenir dealer, puis killer, puis occuper des policiers, occuper des... Alors si on faisait l'équilibre de tous les coûts induits par des économies de coûts purement économiques, on s'aperçoit que c'est de la très mauvaise économie. Voilà, c'est tout. Et moi je dis, ce qu'on fait, c'est de la très mauvaise économie. C'est une économie fondée sur la dissociation de l'économique et du social. Et le social, c'est de l'économique. Voilà. Voilà. Je sais pas, n'importe quoi. Enfin, il n'y a rien qui ne soit pas justiciable de cette économie. La tristesse, la joie, le bonheur, le plaisir de vivre, le plaisir de se promener dans les rues sans être attaqué, la qualité de l'air qu'on respire, tout ça, c'est de l'économie.
Mais alors l'écologie, on commence un petit peu, on commence à dire, et encore, quelle difficulté. Mais enfin, comme ça c'est une loi, encore une loi sociale, il y a des coûts sociaux qui touchent tout le monde. Alors, ça c'est un travail qu'a fait un sociologue néerlandais. Il a montré qu'au 19e siècle, 18e et 19e siècle, les progrès de l'hygiène ont été favorisés par le fait que les grandes épidémies de peste, etc., passaient les frontières de classe. C'est-à-dire quand il y avait une épidémie de peste, ça ne s'arrêtait pas dans les quartiers populaires, ça tuait tout le monde, y compris les bourgeois. Donc on a fait des égouts, on a fait a pris des tas de mesures d'hygiène pour d'intérêt général, mais qui étaient d'intérêt général dans la mesure où elles intéressaient aussi les dominants. Bon. Alors aujourd'hui, évidemment, quand il y a Tchernobyl, le nuage ne va pas s'arrêter à la frontière de Oder-Neisse, elle ne va pas s'arrêter non plus au Rhin, elle ne va pas s'arrêter avant le 16e arrondissement. Bon, alors à ce moment-là, on fait de l'écologie intéressée. Bon, mais bon, alors maintenant, les médecins, qui ne sont pas une catégorie très progressiste dans aucun pays, les médecins commencent à dire, ah oui, les taux de pollution, c'est très embêtant. Bon, pour les cardiaques, on voit les statistiques, pour les asthmatiques, etc. Bon, mais personne ne sait les conséquences dans 20 ans. Dans 20 ans, on dira, voilà, il y a une corrélation entre le taux de cancer et la vie urbaine, etc. Mais ça sera trop tard. Bon, ça sera trop tard. Et alors moi, ce que je dis tout le temps, c'est, par la science sociale, nous savons dès maintenant que des mesures qui ont l'air très rationnelles économiquement aujourd'hui, on va faire plus de Toyota avec moins d'acier, hein, c'est en gros ça l'économie. Hein. Comme disait Leibniz, on va attacher plus de chiens avec moins de saucisses. Bon, cette économie-là a des effets terribles, des effets dits secondaires, mais en fait qui sont primaires quand ça concerne la santé biologique, la santé mentale. L'équilibre personnel, par exemple l'alcoolisme. L'alcoolisme, c'est pas un phénomène, c'est un phénomène social. Et je pense qu'avec toutes ces mesures qui font monter la bourse, à chaque fois qu'on fait une mesure comme ça, aussitôt la bourse monte, ça sera payé par certaines personnes et finalement par la collectivité. C'est pour ça que c'est un peu comme les égouts du XVIIIe siècle, ça sera payé par la collectivité. Moi, ce que je prêche, c'est l'intérêt bien compris. Je dis aux gens qui sont dominants, bon, vous pouvez être cynique, vous pouvez vous moquer complètement de ce qui arrive au peuple, mais c'est bête, c'est pas simplement méchant. Après tout, moi je ne suis pas moraliste, si ça vous plaît d'être bien, mais c'est bête, parce que vous allez être dans comme en Californie, dans des espèces de ghettos dorés, avec des vigiles, vous ne pourrez pas sortir, il faudra des chiens de garde, il faudra des systèmes de défense partout, vous allez être dans une espèce de forteresse assiégée, entourée par une violence que vous aurez produite vous-même. Voilà. Bon, alors bien sûr, le système est très puissant et la réponse est, jusqu'à présent, c'est under control. Ils ont je ne sais plus combien de millions de Noirs en prison. Mais voilà. Bon, le compte rendu est là, mais il y a des exemplaires qu'elle a fait photocopier. Mais normalement, elle a envoyé par mail à tout le monde. Bon, en tout cas, voilà un exemplaire. C'est tout ça? Oui, il y a tout. C'est ce que Mutati, mais dans les journaux, ils appellent ça indice de pénétration. Voilà. Là, ça serait une espèce d'indice de pénétration du libéralisme. Quoi. Oui. On a donc suicide, c'est d'accord. Ensuite, on a drogue, mort par drogue. Et on a antidépresseurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nombre de meurtres. Et aussi c'est très multicausal, parce que bon, je sais pas, par exemple en Irlande, nombre de meurtres, ou en Espagne, c'est vrai qu'il y en a beaucoup plus qu'ailleurs, compte tenu des circonstances politiques. Enfin. Oui, mais à la lecture, on peut corriger. On voit ça dans le tableau, l'Espagne, l'Irlande sont... Moi, je crois quand même que la délinquance liée au néolibéralisme, c'est pas quand même tellement les meurtres. Non, par contre, l'évolution de l'incarcération par sexe et par âge, si le tableau existe, enfin là, on voit un point d'interrogation, mais
si le tableau existe, serait sans doute beaucoup plus pertinent. D'accord. Est-ce qu'on ne pourrait pas travailler à temps partiel, comme avec les choses oui. Enfin, des indicateurs de précarité comme ça. Précarisation. Il faudrait en avoir un, mais peut-être qu'il... Travail à temps partiel contraint, on avait pris. Contraint, oui. Contraint, alors c'est dans... Ça existe ? Marché du travail. Taux de temps partiel contraint en 96, pareil, on a des chiffres en 96. Peut-être que je me plante, mais est-ce que si on ne ventile pas certains indicateurs par CSP, on n'efface pas une des propriétés principales des politiques néolibérales, qui sont des politiques de classe, comme par exemple ce que disait Duisenberg là, récemment, que si jamais les salaires étaient augmentés, alors il y aurait une augmentation des taux immédiates, etc. Est-ce qu'il n'y a pas des statistiques là-dessus? Il y en a. On peut les faire, par exemple, l'espérance de vie à la naissance, là c'est vrai que l'évolution des écarts des espérances de vie par CSP entre ouvriers et professions libérales, c'est un indicateur pertinent, je pense, sur le long terme. Alors c'est un problème, parce que ça je connais un tout petit peu. Le problème c'est que l'écart a tendance à diminuer, quoi. Je ne veux pas non plus toujours prendre les indicateurs, enfin dire que les indicateurs qu'on utilise vont à l'encontre de notre thèse, mais enfin c'est vrai que on sait bien quand même que le système de santé est plus performant aujourd'hui qu'il l'était avant, enfin je pense pour le temps long. France. Donc du même coup on peut attribuer aux effets du néolibéralisme, enfin ce qui est simplement les conséquences d'une politique de santé qui même peut-être... Les effets sont 20 ans plus tard. Voilà. Il y a des effets retard. Moi, je passe mon temps à dire ça. Une des forces de la politique néolibérale, c'est que d'abord, elle est secrète en grande partie, et les effets sont à très très long terme. Voilà. Et le temps, d'abord le temps qu'on découvre la politique, les gens ont vachement du retard par rapport à l'OMC, etc. Et le temps qu'on découvre les effets de cette politique, alors c'est encore plus long. Donc c'est vrai qu'on a peut-être une problématique naïve, Oui, mais ça, on peut s'en sortir en disant...